Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Patricia, une femme dont le parcours s'est construit entre 2 cultures et 2 visions et cette capacité aussi à réajuster sa trajectoire pour trouver sa place entre les deux et se réinventer. Originaire de Madagascar, puis arrivée en France pour ses études, elle a évolué ensuite dans un environnement structuré et exigeant où elle a appris, elle a avancé et elle s'est construite. Mais au fil du temps, une question s'installe. Est-ce que je suis exactement là où j'ai envie d'être? Ou est-ce que quelque chose d'autre m'appelle? Et puis, il y a la maternité, un moment qui ne vient pas tout bouleverser, mais qui éclaire différemment, qui invite à ralentir, à observer, à faire des choix plus alignés. Aujourd'hui, Patricia ouvre un nouveau chapitre à son rythme entre les moments d'action et les périodes de réflexion. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de maternité, d'équilibre, de transition, mais surtout de cette manière très personnelle d'avancer en questionnant régulièrement ses choix pour rester fidèle à soi-même. Bonjour Patricia, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, ravie d'être ici. Merci beaucoup pour cette superbe introduction. Merci à toi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, je suis Patricia, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la tech. Par ailleurs, je suis mariée. J'habite à Paris, en région parisienne, depuis 25 ans. Et auparavant, on me l'a dit, j'étais à Madagascar. Waouh, donc un gros changement en fait de vie finalement. Exactement. On aura l'occasion d'en parler. Exactement. Tu es maman depuis quand et surtout combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai une petite fille et ça fait maintenant 6 ans que j'ai la joie d'être sa maman. Waouh, super. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, alors c'est pas Astrid, donc Astrid qui gère notamment une partie de ta communication. Et il se trouve que c'est une amie de ma famille à Madagascar. D'ailleurs, ma sœur est passée dans ton podcast en fin d'année Ah, on dernière. mettra le Ouais, lien effectivement. ouais, ouais. Donc très marrant parce que du coup, ça te fait d'une même famille 2 trajectoires d'entrepreneurs différentes parce qu'elle est à Madagascar et Ouais. moi je suis ici. Et ouais, évidemment, j'ai écouté son épisode et c'est marrant de voir comment grandissant dans cette cellule familiale prend le même parcours et à la fois pas du tout le même parcours. Mais Et voilà, oui. c'est par Astrid qu'on se connaît. Et oui, effectivement. Et Astrid, avant de travailler pour la tribu, c'est surtout une très bonne amie que je connais depuis très très longtemps, puisque maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On s'est Ah oui. rencontrés en agence digitale à l'époque, lorsque nous étions toutes les deux à Paris, puisque maintenant ni l'une ni l'autre ne sommes à Paris. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? Ouais.
Alors, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai pris un abonnement sur une application qui s'appelle Masterclass. C'est une application qui est américaine, mais elle permet de voir plusieurs vidéos d'entrepreneurs qui partagent leur expérience. Super bien fait. Et il y a une entrepreneur, moi, qui m'a particulièrement marquée, c'est la cofondatrice de Bumble. Donc Bumble, qui est une application de rencontre. Mhm. Et donc, elle s'appelle Whitney Wolford. Et donc, elle réinvente ce concept de plateforme de rencontre qui avait quand même un petit côté toxique. Et elle essaye justement de recréer ça. Elle a une vision qui est énorme parce qu'elle a envie de recréer justement de l'équilibre dans les relations entre hommes et femmes. Et c'est exceptionnel. Sa masterclass est vraiment exceptionnelle parce qu'elle explique vraiment la différence entre la marque et le produit. C'est-à-dire que la marque, c'est vraiment cette vision qu'on porte, ce qu'on a envie de changer un peu dans le monde. Et puis, le produit derrière, c'est la façon dont on va le faire. Et cette partie-là, finalement, elle peut totalement évoluer, elle peut totalement s'adapter. C'est cet ensemble qui fait vraiment, on va dire, une entreprise réussie. Donc, je la trouve assez admirable. Ok, bah je la connaissais pas. Je vais aller me renseigner un petit peu après cet enregistrement. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quand tu quittes Madagascar pour venir étudier en France, tu as une vision assez claire de ton avenir et puis les choses évoluent. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce avant, ce pendant et puis ce après? Ouais, bien sûr. C'est revenir sur 25 ans, mais effectivement, même plus, parce que pour remettre le contexte familial, donc moi je grandis dans une famille d'entrepreneurs, mes deux parents ont monté leur boîte, où c'est un peu ce modèle de réussite que moi j'ai en tête, et même ce modèle de vie que j'ai en tête. C'est-à-dire que même s'ils nous ont jamais dit soyez entrepreneurs ou soyez salariés, ça n'a jamais été la question pour eux. Le fait d'avoir vécu, de les avoir vus faire ça, pour moi, c'est comme ça que je me projetais. Quand à 17 ans, je quitte Madagascar pour faire mes études supérieures, le plan il est clair. J'aurai mon master. Peut-être que je travaillerai 2, 3 ans en entreprise, mais je rentre à Madagascar et je monte ma boîte, bien sûr. Et je refais un peu ce modèle que j'ai vu et dans lequel j'ai grandi et que j'ai adoré. Et puis, bon, bah, premier gros tournant, à peine ma première année d'université, je rencontre celui qui va être mon mari, en fait. Donc, c'est un Français, évidemment. Et bon, bah, voilà, sur les bancs de l'université, je tombe amoureuse. Il se trouve qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de mes études et j'ai pas envie que ça s'arrête. Et donc, j'ai une opportunité de travailler effectivement assez rapidement. Donc, je le fais et on se marie. Et en fait, je suis, voilà, ce format un peu plus français, voire parisien, en vivant vraiment une vie parisienne de cadre supérieur avec le salariat, les voyages, la fête. Donc, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans différentes entreprises, mais aussi je me suis beaucoup amusée. J'ai vraiment profité un maximum de ces deux aspects-là. Moi, ça m'a permis vraiment de monter en expertise sur, bon ben voilà, moi j'ai fait des études en informatique dans la tech, j'ai monté pas mal de projets digitaux dans des contextes ultra exigeants en banque d'investissement, hyper intéressant. Et à côté de ça, profiter de cette vie parisienne, bon, avec tout ce qu'elle a à offrir. Donc ça va durer bien un peu plus de 10 ans. Et puis, ben, en fait, je tombe enceinte. Et Mhm. là, et là, c'est le deuxième, Effet c'est le qui se deuxième coule. tournant. Exactement. Exactement. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui arrive quand on a un enfant. Forcément, on re-questionne un peu déjà la logistique, tout simplement, puis bah, le quotidien. En fait, j'arrivais pas à projeter un quotidien où j'aurais eu le même rythme que celui que je vivais avant sans ma fille. Et quelque chose qui matchait absolument pas. Ouais. Donc, et je me dis, il y a vraiment une intuition. Je sens que je suis peut-être pas là où j'ai envie d'être. Mais je ne sais pas du tout. J'avais jamais pris le temps. Enfin, je l'ai dit, hein, j'ai trouvé ce job. Voilà, je suis rentrée un peu dans le train et j'ai suivi les rails. J'ai avancé et puis bon bah voilà, là il y a un tournant. Faut tirer le levier face à deux voies et malheureusement on voit pas où va la deuxième voie. Mais bon, on y va parce que par contre on sait très bien ce qu'il y a sur l'autre voie et en fait on s'y projette pas du tout, voire on en a peur en fait. Parce que je regardais autour de moi, dans mon entreprise, il y avait des gens que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours beaucoup et je me projetais pas du tout dans leur quotidien en fait. Donc c'est une chose de voir quelqu'un s'épanouir à un endroit, c'en est une autre de se dire est-ce que c'est ma place Mm. et c'était pas la mienne. Waouh, en tout cas, très Mhm. intéressant d'avoir fait cette analyse parce que c'est pas toujours évident, justement, lorsqu'on est sur une voie, comme tu le dis, de se projeter en se disant non, en fait, ça me convient pas, donc je prends une autre voie, je sais pas où je vais, mais en tout cas, j'essaye autre chose. Exactement. Alors, on voit bien ici que le fait de devenir maman, ou en tout cas de porter la vie dans ton ventre, ça a été un moment important dans ton parcours. Concrètement, qu'est-ce qui a changé en toi et puis dans ta manière aussi de voir ta vie professionnelle? Ouais. Concrètement, ça a vraiment été un déclencheur de mise en action. Vu que je me projetais pas, j'étais systématiquement dans le non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Donc je voyais très bien ce que je ne voulais pas. Maintenant, il s'agissait de dire ben, comment tu vas trouver ce que tu veux. Et le seul moyen de le faire, c'était un peu d'aller dans l'action.
Et en même temps, une action où on prend son temps parce que, je veux dire, on vient d'accoucher, je suis revenue au travail. Quelques mois après mon retour de congé maternité, bon, bah, ma fille, ça veut dire qu'elle a 8, 9 mois, j'ai pu profiter d'un long congé maternité. Et ben, en fait, je prends un congé sabbatique. Je me Ok. dis, allez, je prends un congé sabbatique. Et là, à ce moment-là, ma fille, elle a 9 mois supplémentaires parce que ma fille avait 18 mois au moment où je commence mon congé sabbatique. Et en fait, c'était parfait parce que elle commençait pas encore l'école. Et donc, pour moi, c'était vraiment le moment pour en profiter un max. J'ai fait une vraie année sabbatique, honnêtement, avec elle. Et ensuite, il a fallu que je recommence à réfléchir au moment où le congé sabbatique arrive à sa fin. Et donc, j'enchaîne avec un congé création d'entreprise. Et en fait, je ne le sais pas évidemment à ce moment-là, mais là, je m'apprête à passer 4 années de tentative d'entrepreneuriat, ponctuées de 2 années encore de retour en CDI, parce que après ma première tentative d'entrepreneuriat durant mon congé création d'entreprise a été un échec. Donc, j'ai dû revenir en entreprise. J'avais la possibilité. Aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis c'est une chance, parce que quand même, financièrement, c'est pas non plus confortable quand une entreprise s'arrête de se retrouver sans emploi. Donc j'ai eu quand même l'opportunité de revenir. Mais bon, à ce moment-là, ça a été hyper dur. Mhm. Mais par contre, je m'étais mis un objectif, je m'étais dit, OK, tu reviens en CDI, de toute façon, t'as pas le choix, mais là, tu te prépares à nouveau pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai passé 2 années à réessayer constamment. Donc vraiment, je pense que devenir maman, ça m'a beaucoup questionné sur quel était mon projet de vie personnel et mine de rien, ça a impliqué aussi la vie professionnelle. Parce que moi, j'ai pas grandi avec une notion d'équilibre entre la vie pro et la vie perso en fait. Moi, Ouais. j'ai grandi dans un environnement où les deux étaient constamment emmêlés, tout le temps. Mm. Mes parents travaillaient à la maison. Ils travaillaient tous les deux ensemble. À table, ça pouvait passer du quotidien à et ce client, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Donc, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils m'ont jamais montré ça comme une difficulté, et même bien au contraire. Donc voilà, devenir mère, ça m'a vraiment rappelé à ce souvenir, et là, il fallait vraiment remonter à mes racines. C'était prendre le temps de remonter à mes racines et à revenir à mon plan avant de venir en France, et Mhm. me dire, OK, en fait, c'est vrai que ta trajectoire a changé quand tu as rencontré ton mari, mais en fait, tu t'étais jamais posé pour dire comment tu voulais le réajuster, ce que tu voulais vraiment faire. Et pour moi, c'était vraiment le moment. Ma fille, Mm, elle a enclenché ça et je suis très contente qu'elle l'ait fait d'ailleurs. En tout cas, je trouve que ton témoignage est vraiment puissant parce que c'est vrai que souvent, une fois qu'on est lancé, on se pose pas la question ou alors on a des peurs, on s'imagine le pire, hein, et du coup, Mhm. on n'arrive pas à passer le pas. Et toi, finalement, le fait d'être devenue mère, ça t'a questionné, ça t'a remis quelque part le pied à l'étrier sur les valeurs que tu avais quand tu étais plus jeune, en te disant, ouh là, je suis en train de me tromper. Ok, ben on y va, on teste quelque chose. Bon ben ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis pas au bon endroit. Ça veut dire qu'il faut que je réessaye. Un peu comme les grands sportifs hein, qui réussissent pas tous leurs matchs ou toutes leurs compétitions. Et c'est pas pour ça qu'ils vont s'arrêter après le premier échec. Sinon on aurait zéro grand sportif. Exactement. Et ça, je pense qu'il faut clairement être à l'aise avec ça. L'échec fait partie du chemin, quoi. C'est clair, mais dans tous les Mm, chemins finalement, parce qu'on n'est jamais tout à parfait. fait. Même en tant que maman, on fait des erreurs. Même en tant que personne, femme, homme, on fait des erreurs dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Même lorsqu'on est salarié, on fait des erreurs. Donc en fait, Exactement. il faut juste accepter l'erreur, comprendre l'erreur, s'enrichir de l'erreur pour éviter de la refaire, bien évidemment, ou une erreur similaire, et puis tout simplement grandir. Ouais, oui, oui. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que on valorise pas beaucoup l'échec. Typiquement en entreprise, bah, je l'ai vu, hein, quand il y a quelque chose qui a raté sur les projets, bon, on diffuse un peu le message, on met un peu de flou autour. Ouais. Et c'est vrai que ça aide pas. Je pense que ça n'aide vraiment pas à éviter de la refaire. Ne serait-ce juste éviter de la refaire. C'est ça. Ou alors on va se déresponsabiliser. Non, mais c'est pas moi, c'est l'équipe de machin, c'est Hmm. bidule, c'est truc, mais c'est pas moi le responsable. Bah en fait, si tu as une part de responsabilité, assume ta responsabilité pour pouvoir évoluer et pour éviter en fait de refaire l'erreur. Mais c'est vrai que oui, comme tu le dis, on a tendance soit à diffuser, soit à mettre sous le tapis, soit carrément à dire non, non, mais en fait c'est pas moi, c'est parce que le boss, c'est parce que l'équipe d'à côté, c'est parce que Pierre, Paul, Jacques, etc. Mais c'est surtout pas moi. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, avec tes différents essais, tu es à ton compte. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans ce passage vers l'entrepreneuriat? Bah, ça va rejoindre un peu peut-être ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment l'importance d'alterner les moments d'action et les moments de réflexion.
Parce que, comme je disais, quand on voit pas où les rails nous mènent, faut faire des petites actions. On va jusqu'à là où on voit le rail et puis on ajuste. On prend le temps de se poser, on regarde quelles sont les autres possibilités pour la suite et c'est petit à petit que ça devient plus clair. Donc, moi, j'ai fait vraiment de nombreux pivots. Quand j'ai repris après mon congé de création d'entreprise, j'ai commencé en montant une première entreprise dans la RSE, en Mhm. vendant des services RSE, des initiatives internes pour l'engagement en entreprise. Et je faisais ça en parallèle de mon job. Et bon, bah, j'ai essayé, je suis vraiment allée au bout du truc, j'ai déployé dans des entreprises, mais je me suis rendu compte que c'était pas exactement là que j'avais envie de me développer. Par contre, ça m'a permis de rentrer dans le B2B, de commencer à échanger plus avant avec une partie de ceux qui sont ma cible aujourd'hui, d'avoir ces discussions et qui ont enrichi mes réflexions sur, OK, mais du coup, demain, qu'est-ce que j'ai envie de construire pour eux? Mhm. Et voilà, chaque action mène à une information supplémentaire, deux informations supplémentaires, et elle permet d'enrichir la réflexion. Et vraiment, si on prend pas le temps de la réflexion, je pense qu'on passe à côté de l'apprentissage et puis bah, de la force de l'action, tout simplement. Que ça soit un échec ou une erreur à la fin de l'action, pour moi, il y a quelque chose à en tirer. On le disait tout à l'heure, quoi qu'on fasse, Mhm. on en tire quelque chose. Et pour moi, les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Si on n'agit pas, on n'a rien de concret. Et si on prend pas le temps de la réflexion, bah, potentiellement, on arrête d'agir parce qu'on se dit, ouais, c'est mort, en fait, je vois vraiment rien sur cette voie-là, je vais revenir sur l'autre. Oui, donc en fait, toi, ta recommandation, c'est d'alterner des actions, enfin des périodes d'action et des périodes de réflexion. C'est ce qui t'a permis aussi de construire ton projet progressivement. Aujourd'hui, justement, ce rythme, qu'est-ce qui t'a appris que tu n'aurais peut-être pas compris si tu étais resté salarié? Euh, le fait d'enchaîner comme ça, je pense qu'il y a la notion du temps incompressible. Bah, du coup, j'ai reconstruit tout un réseau de femmes entrepreneurs aussi autour de moi. Et donc, ça fait 2 ans qu'on se suit et qu'on se voit régulièrement. Et on se disait, mais en fait, il y a vraiment une notion de temps incompressible dans l'entrepreneuriat. Il y Mm. a bah, forcément enchaîner ces périodes d'action et de réflexion. Ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer, ça va pas se faire en 2 semaines. Ça prend du temps. Et on fait rien de grand dans la précipitation, de toute Non, c'est façon. clair. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment un chemin de 4 ans. Je ne sais pas combien de temps encore avant d'arriver là où je veux aller. Mais vraiment, moi, je pense que ce qu'il faut partager, c'est qu'il faut vraiment pas se laisser leurrer par les histoires de succès immédiat. Souvent, les médias ou ceux qui mettent en avant l'entrepreneuriat, ils vont parler à l'instant T à la personne qui a réussi et on revient pas sur tout ce par quoi elle est passée. Je pense que c'est un truc qu'il faut garder en tête. C'est l'importance de s'acheter du temps parce que du coup, le temps, ça veut dire qu'il faut réussir à se financer aussi pendant ce temps-là. Mm. Et ça, c'est un point clé. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs arrêter et c'était pour des problèmes de trésor, pas pour des problèmes d'envie. Ouais. Donc, le temps implique qu'on peut tenir dans le temps, en fait. Aujourd'hui, à travers ton entreprise Collectivo, on sent une vraie intention derrière ce que tu construis. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter ou peut-être de réparer finalement dans le monde de l'entreprise? Ouais, alors Coletivo, effectivement, ça veut dire collectif en portugais. Je n'ai pas d'origine portugaise, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la dynamique collective. Comment est-ce qu'on arrive à rassembler des personnes au-delà de leurs différences et à les faire travailler ensemble ou à les faire vivre ensemble et permettre à chacun de trouver sa place. C'est vraiment le principe, je pense, sur lequel repose une société. Donc pour moi, l'entreprise, c'est une vraie mini-société. Pour moi, proposer une solution dans ce contexte, c'est ma façon de contribuer à un impact quelque part. Donc moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai managé voilà, des projets, des produits, des équipes. Et ce rôle de manager, il est assez clé de façon générale parce que c'est beaucoup lui qui donne un peu la dynamique collective dans les équipes. Mais il peut aussi avoir un impact très négatif parce qu'il y a un chiffre qui montre que 54% des salariés qui ont quitté leur emploi l'ont fait à Hmm. cause de leur manager. C'est Donc, souvent le cas, malheureusement. très souvent. Et souvent en France, on fait monter quelqu'un, enfin on le promeut pour devenir manager parce que il a eu des bons résultats, parce qu'on est content, etc. Mais c'est pas forcément un bon manager et on sait pas différencier la personne qui est bonne opérationnellement de la personne qui va bien manager les équipes. Et des fois, on peut avoir des personnes qui opérationnellement sont pas très bonnes mais sont des très bons managers et vice-versa. Complètement. Et c'est vrai que je crois il y a une vraie spécificité française sur le management. Je crois que aujourd'hui, il y a une vraie difficulté déjà à trouver des managers dans le monde, mais le chiffre est particulièrement plus grand en France. Ouais, Donc, il y a une vraie spécificité sur la façon dont on projette le manager et puis dont on le soutient au quotidien dans son rôle. ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a une vraie trend, enfin, que ça soit dans les médias, journaux ou TikTok, Instagram, enfin, toute la trend de 9 to 5, voilà,
tous ces jeunes qui n'ont plus envie de se tuer à la tâche. Le manager, finalement, aujourd'hui, il est vu comme ça. Ouais, c'est clair. Et on peut les comprendre après tout, parce que c'est vrai que, bah, voilà, si on revient sur le chiffre, sans doute, il y a de fortes chances que le management qu'ils ont vu ait été toxique, mauvais, en tout cas, ait un mauvais impact. Mm. Et je pense qu'il est, par contre, compliqué, c'est que de l'autre côté, pour moi, pour avoir échangé avec pas mal d'entreprises, notamment des DRH, les managers, ils sont attendus, enfin, ils en ont besoin dans l'entreprise. Donc, on a un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on n'arrive pas à leur faire envie, et de l'autre, on a besoin d'eux, mais vraiment besoin d'eux. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver une solution pour ces managers. Moi, la difficulté que j'ai le plus vécue, c'est finalement, à nouveau, on en revient au collectif, c'est que quand on est manager, il faut savoir se positionner par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Il faut comprendre le rôle de chacun, les enjeux de chacun, et puis savoir tirer les bons leviers au bon moment. Moi, avec Collectivo, c'est ça que j'essaye de créer. C'est vraiment permettre aux managers de visualiser cet écosystème interne et pouvoir l'activer stratégiquement très facilement. Et ça, pour moi, c'est vraiment faire gagner du temps et de la sérénité aux équipes, et puis rendre le travail collectif beaucoup plus fluide. Waouh! Alors, on revient un peu sur ta famille, puisqu'effectivement, tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs, avec des parents, tu le disais tout à l'heure, qui travaillaient ensemble, qui travaillaient à la maison, donc il n'y avait pas vraiment de frontière entre vie pro et vie perso, ou en tout cas, elle n'était pas forcément délimitée à proprement parler. Qu'est-ce que aujourd'hui, maintenant que toi tu es entrepreneuse, tu as envie de transmettre à ta fille à travers ce parcours? Ouais, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, le fait que mes parents soient présents, ça voulait dire que moi, je les regardais, que moi, mes frères et sœurs et moi, on les regardait, on les écoutait constamment. Mm. Donc, je dirais que moi, j'ai plus grandi et j'ai plus construit ma personnalité en les observant, en regardant comment ils interagissaient entre eux ou comment ils interagissaient avec leurs collaborateurs, la famille, etc., plutôt que dans leurs interactions avec moi. C'est ça que ça implique pour moi, très présent. Ça veut dire qu'on est constamment sous les yeux de son enfant. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est un mode de transmission qui est beaucoup plus puissant que tout ce que je pourrais dire à ma fille. Ah mais c'est clair. Mais de toute manière, moi je le Mm. dis, hein, les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'on fait. C'est pour ça que par Bien sûr. exemple, lorsqu'on fume, on a beau dire à ces enfants ne fume pas, ils vont se mettre à Mm. fumer à 13, 14, 15 ans, voire des fois avant ou après, etc., etc. Parce qu'en fait, ils intègrent ce que l'on fait et ils le prennent quelque part comme acquis. Exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment la transmission la plus forte. Et c'est vrai que je trouve que ça revient à ce qu'on disait. Je projetais pas une vie où ma fille ne me voyait pas souvent. Mm, mm. Et donc, c'est là qu'il a fallu que je revoie un peu ma logistique et du coup mon parcours. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je veux qu'elle retienne, c'est de pas avoir peur de l'échec. On en parlait tout à l'heure, Mm. mais de pas avoir un unique modèle en tête. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société française qui valorise un modèle unique de réussite presque, ou en tout Oui. cas un modèle très standard et souvent sans échec. Mais en fait, moi, je veux qu'elle retienne que vraiment, à la fin de la journée, la seule personne à qui elle va devoir rendre des comptes, c'est elle, en fait. Elle-même, c'est clair. Mm, mm. Ouais. Et si elle est C'est heureuse, si elle pas... n'est pas heureuse, etc. En fait, Exactement. elle est la seule personne avec qui elle va vivre toute sa vie. Donc, autant vivre une vie où elle est Exactement. heureuse. C'est ça. Et une vie avec laquelle elle est confortable. Ouais, Parce que les gens auront toujours un avis, la société aura toujours un avis, mais vraiment à la fin de la journée, quand on va se coucher, on ferme les yeux et il n'y a plus que nous, en fait. c'est clair. Donc c'est pas possible d'entièrement vivre comme ça. Maintenant, elle est jeune. Je sais pas exactement comment je vais inculquer tout ça. Pour moi, c'est dur parce que j'essaye d'être présente, mais il y a aussi tout l'environnement extérieur, c'est-à-dire elle va à l'école, elle va aller au collège, elle va aller au lycée. Donc il y a aussi toute cette culture. Et moi, je la maîtrise pas parce que moi, j'ai fait mon collège, mon lycée à Madagascar, et c'est vrai que c'est différent aussi. Mm, mm. Je trouve qu'il y a moins de pression. J'ai l'impression qu'on met ici beaucoup une pression sur les enfants, sur qui s'intègrent bien dans le système. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Mais voilà, je ne cherche pas non plus à la sortir du système, bien sûr. Mais aujourd'hui, elle est jeune. Moi, je lui parle de ce que je fais. Il y a un truc que je fais, c'est que j'écris un journal et il est pour elle. Je lui raconte Ok. tout, mes doutes, mes erreurs, mes choix. Elle pourra tout lire quand elle arrivera à relire mon écriture. Et après, c'est des petites choses. Moi, quand elle revient de l'école, ce que je lui demande, c'est qu'est-ce qu'elle a raté et qu'est-ce qu'elle a corrigé aujourd'hui. Je l'applaudis chaque fois qu'elle me raconte un échec. Donc voilà, c'est vraiment miser sur des répétitions de petites choses comme ça et puis de la cohérence Mm. dans ce que je lui montre. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, waouh, l'histoire du journal, je trouve ça génial en fait de laisser quelque part une trace écrite à ta future fille, enfin en tout cas quand elle sera plus grande, parce que là elle est Ouais. petite donc c'est pas maintenant qu'elle va le lire, mais en tout cas Mm. à son futur d'adulte, on va dire, pour que ce soit plus cohérent. Alors, à une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui aurait le sentiment de ne pas occuper la place qu'elle mérite dans son entreprise, dans son poste, peu importe, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
Ouais, bah, forcément, je l'ai vécu moi quand, j'ai eu le sentiment que j'étais plus trop à ma place dans l'entreprise. Je pensais à l'entrepreneuriat, mon intuition me parlait d'entrepreneuriat, mais c'était pas possible en fait de demander conseil autour de moi Mm, mm. et forcément, bah, il y a de l'incompréhension, il y a des peurs projetées. La première chose que je dirais, c'est il faut écouter son intuition, trouver le contexte où elle sera pas réduite au silence. Ouais, Donc ça veut dire, s'entourer de personnes qui sont là et qui sont là où on a envie d'être demain, en fait. c'est Même si clair. c'est pas très loin, c'est peut-être juste quelqu'un qui vient de commencer, ça peut être ça. Et pour ceux qui pensent à l'entrepreneuriat, ça se trouve dans des incubateurs, ça veut dire rejoindre des réseaux d'entrepreneurs ou bien écouter des podcasts comme le tien. Pour moi, Mm, mm. c'est aussi comme ça que j'ai commencé, hein, c'est en écoutant, des podcasts, et me dire: «Ouais, c'est possible» et puis après voilà, il faut aller chercher l'interaction et puis, bah, faut accepter que les choses se font pas du jour au lendemain. On revient, il y Ouais. a le temps incompressible, mais suivre son intuition, puis s'entourer de gens qui l'ont fait parce que ça va forcément résonner chez nous. Mm. Et alors, il y a une étude qui est sortie, je ne sais pas si tu la connais, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le Mmh. plus chaque jour. Et C'est vrai. ça, on le sous-estime souvent, mais si on est entouré de personnes qui sont négatives, de personnes qui voient toujours les problèmes, de personnes qui pensent qu'on ne peut rien faire, enfin que personne ne peut rien faire et qu'on est obligé de subir sa vie, etc., et ben en fait, on va être la moyenne de ces personnes-là. Donc nous aussi, on va croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas changer, qu'on doit subir, etc., etc. Et choisir son entourage, effectivement, tu le dis, c'est important, mais c'est d'autant plus important lorsqu'on souhaite justement changer de voie et qu'on n'a pas forcément dans son entourage des personnes qui sont un petit peu plus avancées, qui vont pouvoir nous porter, qui vont pouvoir aussi nous donner l'envie d'eux. Alors, ça veut pas dire non plus être bisounours et penser que tout se passe bien, etc., etc., parce qu'il y a des moments avec, il y a des moments sans, il y a des échecs, et t'en as parlé, toi, dans ce podcast, mais c'est juste s'entourer des bonnes personnes, donc des 5 bonnes personnes avec qui on va passer suffisamment de temps pour être dans une bonne dynamique et pour pouvoir avancer positivement. Et ça, je pense que l'entourage, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est essentiel. Clairement, clairement et tu vois, je l'avais noté, je l'ai pas dit, mais je dois quand même, dire que mon mari a été, mon premier soutien, évidemment. Parce que, quand j'étais au fond du trou, il faut le dire et vraiment pas à ma place, il a été là, il avait pas les réponses parce que lui-même, il est salarié, il est pas du tout intéressé par l'entrepreneuriat, typiquement, pas du tout son truc. Mm, mm. Mais jamais il ne m'a challengée sur cette envie et vraiment, je pense qu'on a besoin, de ça, cet entourage direct qui nous soutient et puis après, si on l'a pas, on peut se le créer aussi. C'est ça. Peut se le créer, mais c'est important que ceux avec qui on est tous les jours soient là pour nous. Et ils sont pas obligés d'être là à nous aider, mais ne serait-ce que nous dire, tu peux le faire. Ouais, nous Euh, encourager et puis être positif, c'est c'est vrai ça, que ça change la donne. exactement. Et la question vraiment simple, mais qui peut faire tellement plaisir, c'est comment je peux t'aider. Mm, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, Mhm. merci pour cette interview passionnante. Pour la terminer justement, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Alors, bon, mes réussites aujourd'hui, je suis au tout début à nouveau de ce 12e pivot que je vis. Donc mes réussites, elles sont beaucoup dans mes échanges. Et bah hier, justement, je discutais avec une amie qui vient d'être maman, qui vient de prendre un poste de manager, et je lui raconte ce que je veux créer, et elle me dit, mais oh, pour moi, ça pourrait être un vrai game changer dans mon quotidien. Et ça, Waouh! c'est le genre de truc, ouais, c'est ma petite victoire à moi, c'est-à-dire que je vois tout à fait, j'ai vécu le quotidien de cette mère manager qui couche sa fille, qui va récupérer sa fille à 17h, reste avec elle pour le tunnel du soir jusqu'à 20h, puis se connecte, Mm, reconnecte au travail. pour Et travailler bah, jusqu'à 23 heures ou minuit. exactement, exactement. Et ça, c'est pas possible en fait. Ouais, Pas je que pour les comprends parce femmes que je l'ai d'ailleurs, été mais aussi ouais. il y a très très Ouais, toi longtemps aussi, hein. Bah avant d'être voilà. entrepreneuse. Et voilà. Et dans les faits, je trouve dommage que bah, moi j'ai fait le choix de quitter cet environnement et de faire autre chose. Mais ces femmes qui ont envie de rester, elles me disaient mais comment t'as fait? Parce que j'ai envie d'évoluer, mais du coup ça marche pas en fait. Mm. Donc si j'arrive à créer quelque chose pour elles, pour moi c'est la plus grosse des victoires. Ah ouais, c'est clair. Super. En fait, on a hâte de savoir ce que tu vas créer pour leur rendre, on va dire, la vie un petit peu plus facile. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour ton témoignage, à la fois sincère et inspirant. Ton parcours, finalement, nous rappelle que rien n'est jamais joué et que l'on peut redessiner sa vie à n'importe quel moment si on s'en donne suffisamment l'espace nécessaire et puis les moyens aussi d'essayer, de réessayer pour atteindre sa propre réussite qui, quand même, je le précise, n'est pas forcément toujours uniquement gagner énormément d'argent. Ça peut être avoir plus de temps pour sa famille, ça peut être avoir des passions personnelles, etc., etc. Tu montres qu'on peut évoluer, changer de direction, construire autrement, avec comme boussole l'envie d'être fidèle à ce qui compte vraiment pour soi.
La maternité dans ton histoire, finalement, vient éclairer tous ces choix. Elle ne t'a pas arrêté, mais elle t'a aidé à réajuster, à prioriser et puis surtout à donner du sens à ce que tu construis aujourd'hui. Et à travers ce que tu te transmets, on comprend que ce que l'on construit dépasse toujours un peu plus nous-mêmes pour essayer d'améliorer la société. Alors à toutes les femmes et toutes les mamans qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin d'avoir tout parfaitement défini pour avancer. Parfois, vous pouvez changer de voie juste en faisant un petit pas, un ajustement ou tout simplement en prenant une décision pour vous rapprocher d'une vie qui vous ressemble. Et le déclic se trouve peut-être dans le regard de votre enfant. C'est maintenant la fin de notre épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.